Ma sœur a échangé mes médicaments pour le cœur en guise de blague pendant le dîner du dimanche, alors que tout le monde regardait et riait. Quand j'ai commencé à avoir des vertiges et que je me suis effondrée sur le sol, me tenant la poitrine, mes parents sont restés là, immobiles. Maman a dit, arrête de faire ton cinéma. Papa a ajouté, lève-toi et arrête de nous mettre dans l'embarras. Comme je ne pouvais plus bouger, ma sœur m'a donné un coup de pied, en disant, toujours en train de gâcher les réunions de famille. J'étais à bout de souffle, les suppliant d'appeler le 911, mais ils ont simplement continué à manger. Finalement, une voisine a entendu mes cris et a appelé une ambulance. À l'hôpital, mes parents m'ont supplié de me taire, disant, ne gâche pas la vie de ta sœur pour une petite plaisanterie. Papa m'a serré le bras très fort. Tu as intérêt à ne rien dire. Mais lorsque le rapport toxicologique est revenu, le visage du médecin est devenu blanc. Ce qu'ils ont trouvé dans mon organisme n'était pas une simple plaisanterie. C'était une tentative de meurtre. Mais je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça. Pendant 32 ans, je me suis convaincue que ma famille m'aimait, que les critiques constantes et le favoritisme envers ma sœur aînée, Miranda, étaient en quelque sorte normaux. Grandir en tant que fille cadette dans la maison des Blackwell signifiait exister dans l'ombre de Miranda, un endroit si sombre et si froid que je me demandais parfois si la lumière du soleil m'y trouverait un jour. Miranda était arrivée dans ce monde 3 ans avant moi. Et dès cet instant, elle s'était approprié tout ce qui pouvait l'être, l'attention de nos parents, leur affection, leurs ressources, et finalement, leur dévotion complète. Ma mère, Claudia, traitait Miranda comme une princesse qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que mon père, Raymond, la considérait comme la seule enfant digne d'être mentionnée en conversation. Et moi, où cela me laissait-il ? Quelque part entre un oubli et un dérangement. La cardiopathie a tout changé lorsque les médecins m'ont diagnostiqué à 19 ans. Une malformation congénitale passée inaperçue tout au long de mon enfance exigeait soudainement de l'attention, des médicaments et une surveillance attentive. On pourrait penser que cela aurait adouci ma famille à mon égard, qu'ils auraient pu montrer une certaine préoccupation pour mon bien-être. Au lieu de cela, ma mère a soupiré lourdement en apprenant la nouvelle et a dit que les factures médicales amputeraient le budget qu'ils économisaient pour le mariage de Miranda. Mon père m'a demandé combien de temps je comptais leur imposer ce problème. J'ai appris à gérer ma maladie seule. Les bêta-bloquants sont devenus ma bouée de sauvetage, régulant mon rythme cardiaque et prévenant les arythmies dangereuses qui pouvaient, sans avertissement, devenir fatales. Chaque matin, j'avalais mes pilules et je me rappelais que survivre signifiait ne dépendre de personne d'autre que moi-même. Cette philosophie m'a bien servi pendant mes études universitaires, pour bâtir ma carrière de graphiste, et pour acheter mon propre petit appartement de l'autre côté de la ville, loin de la maison de mes parents. La distance aidait. Ne voir ma famille que lors des réunions de fêtes obligatoires et des dîners du dimanche occasionnels rendait leur traitement presque supportable. Miranda avait épousé Quentin il y a 6 ans, un homme dont la supériorité suffisante correspondait parfaitement à la sienne. Ensemble, ils ont eu 2 enfants que mes parents vénéraient avec la même ferveur qu'ils réservaient à Miranda elle-même. Je suis restée célibataire, sans enfant, selon ma mère, une déception à tous les égards. Le dîner du dimanche qui a failli me tuer a commencé comme n'importe quel autre. Le soleil de septembre filtrait à travers les rideaux de dentelle que ma mère gardait immaculés malgré les décennies passées dans cette salle à manger. L'odeur familière du rôti de bœuf et du romarin emplissait la maison, se mêlant au parfum coûteux que Miranda portait toujours. Je suis arrivée exactement à l'heure, sachant qu'arriver en avance serait critiqué comme un signe de désespoir et en retard comme un manque de respect. La voilà, a annoncé mon père sans se lever de son fauteuil. Essaie de ne pas plomber l'ambiance aujourd'hui. J'ai forcé un sourire et tendu à ma mère la bouteille de vin que j'avais apportée. Elle a examiné l'étiquette avec des lèvres pincées avant de la poser sur le comptoir sans un mot. Miranda est sortie du salon, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, sa robe de créateur soulignant sa silhouette élancée. Quentin la suivait comme une ombre obéissante. « Tu as l'air fatigué ?» a observé Miranda, en m'embrassant dans le vide près de ma joue. « Tu dors assez ? Tu devrais vraiment mieux prendre soin de toi. » La table pouvait accueillir 6 personnes confortablement, bien que je me sois toujours sentie oppressée par le poids des attentes inexprimées qui pesaient de toutes parts.
Ma mère avait préparé tous les plats préférés de Miranda. Naturellement, le rôti de bœuf était cuit à sa température préférée. La purée de pommes de terre était exactement comme elle l'aimait. Même les haricots verts avaient été préparés selon ses spécifications. Je mangeais en silence, ne contribuant à la conversation que lorsqu'on s'adressait directement à moi, ce qui arrivait rarement. Mes parents voulaient tout savoir sur les prochaines vacances de Miranda en Europe. Ils voulaient discuter de la récente promotion de Quentin. Ils voulaient planifier la fête d'anniversaire de l'aîné de Miranda. Mon existence à cette table n'avait qu'un but décoratif, un bouche-trou pour compléter le plan de table. À mi-chemin du repas, je me suis excusée pour aller aux toilettes. Mon sac à main était resté à ma place, contenant comme toujours mes médicaments. Je gardais des doses d'urgence avec moi partout où j'allais, une habitude née d'années de gestion autonome de ma maladie. Le flacon se trouvait dans la poche intérieure, clairement étiqueté avec mon nom et les informations de la pharmacie. Ce que j'ignorais alors, ce qui ne deviendrait clair que dans les heures horribles qui suivirent, c'est que Miranda attendait précisément cette occasion. Elle m'avait vu prendre mes médicaments lors de réunions précédentes. Elle avait posé des questions apparemment innocentes sur ma maladie. Des questions auxquelles j'avais bêtement répondu, pensant qu'elle pouvait réellement s'en soucier. Tout cela n'était qu'une reconnaissance pour l'attaque qu'elle préparait. Je suis revenue pour trouver tout le monde exactement comme je les avais laissés. Leurs expressions inchangées, la conversation se poursuivant sans interruption. Personne n'avait l'air coupable. Personne n'évitait mon regard. La tromperie était si complète que je ne me suis douté de rien en attrapant mon verre d'eau et en buvant une longue gorgée. « Oh, j'ai failli oublier », dit soudain Miranda, sa voix éclatante d'une fausse gaieté. J'ai apporté le dessert de cette pâtisserie du centre-ville. Maman, je vais le chercher dans la cuisine. Pendant que ma mère et Miranda disparaissaient pour préparer le dessert, j'ai senti le premier frémissement de quelque chose d'anormal dans ma poitrine. La sensation était subtile au début, facile à ignorer comme de l'anxiété ou une indigestion. Le stress affectait toujours mon cœur, et être avec ma famille constituait une source de stress importante. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de me calmer. Le frémissement s'est intensifié. Mon pouls a commencé à s'accélérer de manière irrégulière, un rythme que je n'avais pas connu depuis des années, pas depuis que mes médicaments avaient stabilisé mon état. De la sueur a perlé sur mon front. La pièce a légèrement basculé et je me suis agrippée au bord de la table pour me stabiliser. J'ai besoin de mes médicaments, ai-je réussi à dire, cherchant mon sac à main avec des mains tremblantes. Miranda est revenue à ce moment-là, portant un gâteau au chocolat décoré d'un glaçage élaboré. Elle m'a souri avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'anticipation. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es toute pâle. » Mes doigts ont trouvé le flacon de pilules. Je l'ai ouvert et j'ai secoué ma dose habituelle, mais les pilules semblaient différentes. La couleur était légèrement différente. La forme était plus ronde que dans mes souvenirs. La panique m'a envahi alors que je réalisais que quelque chose était terriblement, horriblement anormal. « Qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je chuchoté, en fixant ma sœur. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ?» Miranda a ri. Le son était aigu et musical, totalement dépourvu de remords. « Détends-toi. C'est juste une petite blague. J'ai échangé tes pilules avec des comprimés de sucre. Tu es toujours si dramatique avec ton problème de cœur. Je voulais prouver que tu n'as pas vraiment besoin de ces médicaments, que tu cherches juste l'attention, comme toujours. » La pièce a tournoyé violemment. Mon cœur martelait contre mes côtes dans un rythme chaotique qui ne ressemblait en rien à son battement régulier habituel. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ont refusé de me porter. La chaise a raclé le sol alors que je m'effondrais, mes mains agrippées à ma poitrine où la douleur irradiait comme du verre brisé. Appelez le 911, ai-je haleté depuis le sol. S'il vous plaît, je n'arrive plus à respirer. Mon cœur. Mon père s'est levé, mais au lieu de prendre son téléphone, il s'est tenu au-dessus de moi avec une expression de dégoût. « Lève-toi et arrête de nous faire honte. C'est exactement le genre de comportement dont ta mère et moi avons toujours parlé. Arrête de faire ton cinéma, » a ajouté ma mère, sans même prendre la peine de s'approcher de l'endroit où je gisais.
Miranda s'amusait juste un peu. Tu gâches encore une réunion de famille avec ton besoin constant d'attention. Miranda a contourné la table pour se tenir à côté de nos parents. Son sourire n'avait pas faibli. Si quoi que ce soit, elle semblait amusée par ma souffrance. Toujours en train de gâcher les réunions de famille, a-t-elle dit, puis elle m'a donné un coup de pied. Le coup a atterri sur mes côtes, forçant le peu d'air qui restait dans mes poumons à s'échapper dans un sifflement. Quentin était assis, figé à table, regardant avec de grands yeux, mais sans faire le moindre geste pour aider. La douleur dans ma poitrine s'est intensifiée au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. Chaque battement de cœur semblait pouvoir être le dernier, chacun plus erratique que le précédent. S'il vous plaît, ai-je supplié, des larmes coulant sur mon visage. Je suis en train de mourir. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi. Ils ont continué à manger. Ma mère a servi des parts du gâteau au chocolat que Miranda avait apporté. Mon père a commenté à quel point il était moelleux, que la pâtisserie faisait vraiment un travail exceptionnel. Quentin a accepté sa part avec un merci silencieux. Miranda mangeait avec un plaisir évident, jetant de temps en temps un coup d'œil vers moi qui me tordait de douleur par terre, comme si j'étais un programme de télévision modérément intéressant en arrière-plan. J'ai crié. Le son est sorti de ma gorge avec toute la force qui me restait, un cri brut et désespéré pour quiconque pourrait l'entendre. La salle à manger de ma famille se trouvait à l'arrière de la maison, mais les fenêtres étaient ouvertes pour laisser entrer la brise d'automne. Peut-être que quelqu'un passant dans la rue entendrait. Peut-être qu'un voisin travaillant dans son jardin remarquerait. Arrête ce bruit, a sèchement ordonné ma mère. Les Henderson vont penser qu'on torture quelqu'un ici. Elle n'avait aucune idée à quel point cette affirmation était juste. Ma vision a commencé à s'assombrir sur les bords. La douleur consumait tout, ne laissant de place à rien d'autre. J'ai pensé à mon petit appartement de l'autre côté de la ville, à la vie que je m'étais construite loin de ces gens. J'ai pensé à mes collègues de travail qui appréciaient réellement mes contributions. J'ai pensé à ma meilleure amie, Jennifer, qui ne comprendrait jamais pourquoi je continuais à m'infliger ces dîners du dimanche. Le bruit de verre brisé a percé ma conscience défaillante. Quelqu'un criait, une voix que je ne reconnaissais pas. Des pas ont résonné sur le sol. Des mains fortes se sont pressées contre mon cou, vérifiant mon pouls. Elle est en détresse cardiaque. J'appelle le 911 tout de suite. Madame Caroline Martinez, la voisine, avait entendu mes cris. Elle avait abandonné son jardinage pour enquêter, et quand elle m'a vu à travers la fenêtre, elle avait brisé la vitre pour entrer. Des décennies d'amitié avec ma mère n'avaient aucune importance pour elle à ce moment-là. Elle a vu quelqu'un en train de mourir, et elle a agi. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Ils ont travaillé sur moi avec une efficacité urgente, attachant des électrodes et administrant des médicaments par une perfusion qu'ils ont posée dans mon bras. Quelqu'un posait des questions sur ce que j'avais pris, ce qui s'était passé, si j'avais des allergies. Sa sœur a échangé ses médicaments pour le cœur, a rapporté Madame Martinez. Je les ai entendus dire que c'était une blague. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est confondu en fragments de sensations et de sons. Les moniteurs émettaient des bips alarmants. Des voix parlaient en terminologie médicale que je ne pouvais pas traiter. Quelqu'un m'a serré la main et m'a dit de rester avec eux, de continuer à me battre. Je me suis réveillée dans l'unité de soins intensifs cardiaques, avec des tubes entrant dans mon corps et des machines suivant chaque battement de mon cœur endommagé. Une infirmière a remarqué que mes yeux s'ouvraient et a immédiatement appelé le médecin. En quelques instants, une équipe a entouré mon lit, posant des questions, vérifiant les lectures et exprimant leur soulagement que j'ai repris connaissance. Le docteur Elizabeth Winters s'est présentée comme ma cardiologue. C'était une grande femme aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants. Cependant, ses yeux contenaient quelque chose d'inquiétant alors qu'elle examinait mon dossier. Vous nous avez fait une sacrée frayeur. Votre cœur est entré dans une arythmie dangereuse qui aurait pu être fatale si les ambulanciers ne vous avaient pas atteinte à temps. Mes médicaments, ai-je croassé d'une gorge irritée par le tube qu'ils avaient retiré. Ma sœur les a échangés. L'expression du médecin s'est durcie. Oui, nous sommes au courant. La police a déjà été prévenue, mais il y a autre chose que vous devez savoir.
Elle a fait une pause, choisissant ses prochains mots avec soin. Le rapport toxicologique a montré plus que la simple absence de votre médicament habituel. Une peur glaciale s'est installée dans mon estomac malgré la chaleur des couvertures de l'hôpital. Que voulez-vous dire? Quelqu'un a ajouté quelque chose à ces pilules de substitution. Nous avons trouvé des traces d'un composé qui déclenche activement les arythmies cardiaques. Il ne s'agissait pas seulement de retirer votre médicament. Il s'agissait d'introduire quelque chose conçu pour provoquer exactement le type de crise que vous avez subi. Ma famille est arrivée avant que je puisse entièrement assimiler cette information. Ma mère est entrée dans la chambre en trombe, suivie de près par mon père, tous deux arborant des expressions d'inquiétude parentale qui auraient trompé quiconque ne les connaissait pas. Miranda s'attardait près de la porte, sa confiance visiblement ébranlée pour la première fois dont je puisse me souvenir. Ma chérie, a roucoulé ma mère en s'approchant de mon lit. Nous étions si inquiets pour toi. Comment te sens-tu? Je l'ai regardé sans parler. Les moniteurs à côté de mon lit ont commencé à biper plus rapidement alors que mon rythme cardiaque augmentait. Tu dois m'écouter, a dit mon père, sa voix baissant à un ton bas et urgent. Ce qui s'est passé était un accident. Miranda n'a jamais eu l'intention de te faire du mal. Elle a juste fait une bêtise, et maintenant nous devons tous surmonter ça en famille. Elle aurait pu te tuer, mais elle ne l'a pas fait. Ma mère a tendu la main vers la mienne, et j'ai reculé brusquement. Tu vas bien maintenant? Tout va bien. L'important est que nous gardions ça entre nous. Miranda a une famille à charge. Elle a des enfants. Tu ne veux pas que tes nièces grandissent sans leur mère à cause d'un malentendu. Miranda s'est finalement approchée, bien qu'elle soit restée de l'autre côté du lit par rapport à nos parents. Ses yeux étaient rouges, mais je ne pouvais pas dire si elle avait pleuré de culpabilité ou de peur des conséquences. Je suis désolée, dit-elle platement. Je ne pensais pas que les pilules te feraient vraiment du mal. Je voulais juste prouver quelque chose. Prouver quoi? Que tu pouvais me tuer? Que tu n'es pas aussi malade que tu le prétends. Tu utilises cette maladie cardiaque pour obtenir de la sympathie et de l'attention depuis des années. J'en avais assez de voir maman et papa s'inquiéter pour toi alors que tu vas probablement bien. Une partie de son ancienne défiance est revenue dans sa voix. Le docteur Winters est entré à ce moment-là, accompagné de 2 policiers en uniforme. Son visage était pâle, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle serrait un dossier. Je demande à tout le monde, sauf la patiente, de sortir immédiatement. Nous sommes sa famille, a protesté mon père. Nous avons le droit d'être ici. Messieurs les agents, veuillez escorter ces personnes jusqu'à la salle d'attente et ne les laissez pas quitter l'hôpital. Les policiers ont agi avec une autorité tranquille, faisant sortir mes parents et ma sœur de la chambre malgré leurs objections. Mon père a exigé de parler à l'administration de l'hôpital. Ma mère a insisté sur le fait qu'il y avait eu une erreur. Miranda est simplement devenue silencieuse, son visage perdant toute couleur alors qu'elle réalisait que quelque chose avait changé. Le docteur Winters a fermé la porte derrière eux et s'est tourné vers moi. Je dois vous montrer quelque chose, mais je veux que vous vous prépariez. Ce que je vais vous dire va être difficile à entendre. Elle a ouvert le dossier et a étalé plusieurs documents sur ma table de chevet. Des rapports de laboratoire couverts de chiffres et de noms chimiques remplissaient les pages, surlignés de différentes couleurs pour mettre en évidence les principales conclusions. Le composé que nous avons trouvé dans votre organisme s'appelle la digoxine, a-t-elle expliqué. À petite dose, il est en fait utilisé pour traiter certaines maladies cardiaques, mais à la concentration que nous avons trouvée dans votre sang, c'est une toxine mortelle. Quelqu'un l'a ajouté délibérément à ces pilules de substitution. Le dosage a été calculé spécifiquement pour interagir avec votre condition cardiaque existante de la manière la plus dangereuse possible. J'ai essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Il y a plus. La voix du médecin s'est adoucie avec sympathie. Nous avons également trouvé des preuves que ce n'était pas la première fois que vous étiez exposé. Vos analyses sanguines montrent des schémas compatibles avec un empoisonnement chronique à faible dose sur une période prolongée. La personne qui a fait ça le fait depuis des mois, peut-être plus longtemps. La pièce semblait basculer autour de moi. Des mois. Quelqu'un m'empoisonnait depuis des mois.
Chaque fois que je me sentais plus fatiguée que d'habitude, chaque crise de vertige inexpliquée, chaque moment où mon cœur semblait lutter plus qu'il n'aurait dû, tout cela pouvait être attribué à un préjudice délibéré et calculé. La police traite cela comme une tentative de meurtre, a poursuivi le docteur Winters. Compte tenu de la sophistication de ce que nous avons trouvé, ils ont également ouvert une enquête sur les finances et les communications de votre sœur. Ils voudront vous interroger dès que vous serez assez stable. Mes parents sont retournés à l'hôpital le lendemain, mais pas pour me rendre visite. La sécurité les a interceptés dans le hall lorsqu'ils ont essayé d'entrer dans ma chambre, faisant respecter la restriction que j'avais demandée. À travers la vitre de ma porte, j'ai regardé ma mère se disputer avec les gardes pendant que mon père passait des appels téléphoniques furieux. Ils sont restés 3 heures avant de finalement partir. L'inspecteur Ronald Webb a mené mon interrogatoire cet après-midi-là. C'était un homme d'âge moyen au comportement calme et aux yeux perçants qui ne manquaient rien. Ses questions étaient approfondies et méthodiques, couvrant chaque détail de ma relation avec Miranda, chaque cas de conflit familial, chaque raison pour laquelle quelqu'un pourrait vouloir me faire du mal. Le mari de votre sœur travaille pour une société pharmaceutique, a-t-il mentionné nonchalamment. Le saviez-vous? J'ai secoué la tête. Le travail de Quentin ne m'avait jamais assez intéressé pour en connaître les détails. Il a accès à des composés chimiques que la plupart des gens ne pourraient pas obtenir. La digoxine qui a été utilisée pour vous empoisonner semble provenir de l'inventaire de son employeur. Il existe des registres de retrait non autorisés qui correspondent à la chronologie de votre exposition. L'enquête s'est développée rapidement après cette révélation. L'inspecteur Webb a affecté 2 officiers supplémentaires à l'affaire. En quelques jours, ils ont obtenu des mandats pour les dossiers de l'employeur de Quentin, ses comptes bancaires et ses emails personnels. La piste numérique qu'il avait laissée derrière lui était accablante par sa complétude. J'ai appris des détails pendant cette période qui m'ont glacé le sang. Miranda planifiait cela depuis plus d'1 an. Les emails entre elle et Quentin montraient une approche méthodique et patiente de ce qu'ils appelaient « résoudre le problème ». Ils avaient fait des recherches approfondies sur mes médicaments, consulté des bases de données médicales auxquelles Quentin avait accès grâce à son travail, et expérimenté différents composés avant de choisir la digoxine comme leur arme. Un email de Miranda à Quentin s'est particulièrement distingué. Elle l'avait écrit 8 mois avant le dîner du dimanche, et le procureur le lirait plus tard à voix haute pendant le procès. Elle a toujours été le maillon faible de cette famille, avait tapé Miranda. Maman et papa dépensent tellement d'énergie à s'inquiéter pour sa santé alors qu'ils devraient se concentrer sur ce qui compte. Une fois qu'elle sera partie, les choses seront enfin comme elles auraient dû l'être depuis le début. Fini. Ma sœur avait tapé ce mot nonchalamment, comme si elle discutait du retrait d'un meuble encombrant plutôt que du meurtre de sa propre sœur. Le procureur a surligné cet email en jaune et s'est assuré que chaque membre du jury le voit clairement. L'empoisonnement chronique expliquait tant de choses sur l'année précédente de ma vie. J'avais supposé que ma fatigue croissante était liée au stress au travail. Les étourdissements qui allaient et venaient semblaient être des symptômes d'anxiété. Mon médecin avait ajusté mes médicaments à 2 reprises, perplexe quant à la raison pour laquelle mon état semblait se détériorer malgré un traitement approprié. Maintenant, nous savions la vérité. Chaque ajustement qu'il faisait était sapé par le poison que Miranda introduisait dans mon système. Les résultats toxicologiques ont montré des niveaux dangereusement élevés de digoxine dans mon sang. Et lorsque les enquêteurs ont croisé mes dossiers médicaux avec un calendrier des réunions de famille, un schéma troublant a émergé. Chaque pic de mes symptômes, chaque revers inexpliqué de ma santé correspondait à une visite chez mes parents. Mes dossiers de pharmacie ont révélé que j'avais renouvelé ma prescription plus fréquemment que prévu, et l'analyse en laboratoire des pilules restantes dans mon flacon a confirmé la contamination. Elle avait accès parce que je lui faisais confiance. Pendant les réunions de famille, je laissais mon sac à main sans surveillance. Parfois, Miranda proposait de remplir mon verre d'eau ou d'aller chercher quelque chose dans la cuisine. Ces petits actes de gentillesse apparente étaient en fait des occasions pour elle de contaminer mes médicaments, en remplaçant les pilules légitimes par des substituts empoisonnés, 1 ou 2 à la fois. Les dossiers de la pharmacie montraient que j'avais renouvelé ma prescription plus fréquemment que prévu au cours de l'année écoulée.
À l'époque, j'avais supposé que je me trompais dans le comptage ou que je laissais tomber accidentellement des pilules dans l'évier. La réalité était bien plus sinistre. Miranda volait des doses pour créer des ouvertures pour ses remplacements contaminés. Madame Caroline Martinez est devenue une alliée inattendue pendant ces semaines difficiles. Elle m'a rendu visite à l'hôpital à 2 reprises, apportant de la soupe maison et des excuses sincères pour ne pas avoir réalisé plus tôt ce qui se passait à côté. Son témoignage s'avérerait crucial au procès, décrivant exactement ce dont elle avait été témoin à travers la fenêtre de la salle à manger, ma famille continuant son repas pendant que je convulsais sur le sol, le coup de pied de Miranda dans mes côtes, l'indifférence totale de mes parents face à ma souffrance. Je connais cette famille depuis 23 ans, a-t-elle déclaré à l'inspecteur Webb dans sa déposition enregistrée. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont il traitait la plus jeune fille, mais je n'aurais jamais imaginé que ça puisse aller aussi loin. Quand je l'ai vue sur ce sol et que personne ne l'aidait, je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste attrapé la pierre la plus proche de mon parterre de fleurs et je l'ai lancée à travers la fenêtre. La pierre avait brisé une vitre dont ma mère était particulièrement fière, un panneau de verre antique qui avait appartenu à ma grand-mère. Dans le chaos de mon urgence médicale, cette destruction était passée inaperçue. Plus tard, ma mère essaierait d'inclure le coût de remplacement de cette fenêtre dans ses plaintes sur la façon dont j'avais tout gâché. La pure mesquinerie de cette préoccupation, étant donné les circonstances, illustrait parfaitement où se trouvaient ses priorités depuis toujours. Les parents de Quentin m'ont contacté par l'intermédiaire de mon avocat pendant l'enquête. Ils ont exprimé leur horreur face à ce que leur fils avait fait et ont offert de coopérer pleinement avec les procureurs. Sa mère a envoyé une lettre manuscrite qu'Oscar m'a lue au téléphone, dans laquelle elle s'excusait d'avoir élevé un homme capable d'une telle cruauté. Ils n'avaient jamais aimé Miranda, a-t-elle admis. Ils avaient toujours senti quelque chose de prédateur en elle, quelque chose de froid sous son extérieur charmant. Leurs avertissements à Quentin étaient restés sans réponse, rejetés comme de la jalousie ou de la surprotection. L'expert comptable qui a examiné les finances de Miranda a découvert des informations supplémentaires troublantes. Elle avait souscrit une assurance vie à mon nom 18 mois plus tôt, se désignant comme la bénéficiaire. La police valait 200 000 $, obtenus en falsifiant ma signature sur les documents de demande. Les experts en écriture ont confirmé la falsification et les dossiers de la compagnie d'assurance ont montré que Miranda avait intercepté le dossier de bienvenue et les documents de la police avant qu'ils ne puissent atteindre mon adresse. Cette fraude à l'assurance a ajouté une autre couche au dossier de l'accusation, transformant ce qui aurait pu être rejeté comme une rivalité fraternelle qui a mal tourné en un plan calculé à but lucratif. Ma tante Sylvia, la sœur de ma mère, m'a contactée pour la première fois en plus de 10 ans. Elle avait vu la couverture médiatique de l'affaire et s'était sentie obligée de prendre contact. Autour d'un café dans un établissement tranquille près de l'hôpital, elle a partagé des histoires sur l'enfance de ma mère qui m'ont aidé à comprendre le dysfonctionnement dans lequel j'avais grandi. Claudia a toujours été la favorite, a expliqué tante Sylvia, remuant sa tasse avec une concentration absente. Nos parents la traitaient comme si elle ne pouvait rien faire de mal, et elle a bien appris cette leçon. Quand elle a eu ses propres filles, elle a simplement répété le schéma. Miranda est devenue l'enfant chéri parce que Claudia avait besoin de quelqu'un à vénérer comme elle avait été vénérée. Tu es devenu le bouc émissaire parce que chaque famille comme la nôtre a besoin de quelqu'un à blâmer. Cette perspective n'excusait pas le comportement de ma mère, mais elle fournissait un contexte qui me manquait. L'abus que j'ai subi n'était pas une cruauté aléatoire. C'était un schéma hérité, transmis de génération en génération comme une maladie génétique. Briser ce cycle signifiait refuser d'y participer plus longtemps, quel qu'en soit le coût. Grand-mère Edith, la mère de mon père, était décédée quand j'avais 12 ans. Elle m'avait toujours montré de la gentillesse lors de ses visites, me glissant des bonbons quand mes parents ne regardaient pas, me racontant des histoires sur l'enfance de mon père qui le faisaient paraître presque humain. Je me demandais parfois ce qu'elle aurait pensé de ce que son fils était devenu, si elle serait intervenue si elle avait vécu pour voir ce dîner du dimanche, si sa présence aurait pu changer quelque chose de fondamental dans la trajectoire de notre famille. Ces pensées occupaient mon esprit pendant les longues heures de convalescence. L'hôpital m'a laissé sortir après 2 semaines, mais je n'étais pas prête à retourner à mon appartement.
Jennifer a insisté pour que je reste avec sa famille pendant que je reprenais des forces, et j'ai accepté avec gratitude. Son mari Keith m'a traité avec un respect doux, ses enfants avec une gentillesse curieuse. Il posait des questions innocentes sur la raison de mon séjour chez eux, et Jennifer élaborait des réponses adaptées à leur âge qui satisfaisaient leur curiosité sans les exposer à toute l'horreur de ce qui s'était passé. Observer sa famille interagir m'a montré ce qui m'avait manqué depuis toujours. Keith et Jennifer étaient parfois en désaccord, mais ils résolvaient les conflits par la conversation plutôt que par le mépris. Leurs enfants recevaient une attention et une affection égales, aucun n'étant favorisé par rapport à l'autre. Les repas étaient des expériences partagées plutôt que des performances de hiérarchie. L'amour dans cette maison était inconditionnel, offert librement sans attente de retour. J'ai pleuré la première fois que je les ai vus prier ensemble avant le dîner. Ils se tenaient la main autour de la table, chaque personne ajoutant quelque chose pour laquelle elle était reconnaissante, et Keith a inclus mon rétablissement dans sa partie. Un étranger m'avait accueilli chez lui et exprimé une gratitude sincère pour ma survie. Mon propre père m'avait dit d'arrêter de mettre la famille dans l'embarras alors que je gisais mourante à ses pieds. Le contraste a brisé quelque chose en moi, mais il a aussi reconstruit quelque chose de plus fort. J'ai enfin compris que l'amour que j'avais cherché auprès de mes parents n'était pas simplement retenu, il n'avait jamais existé. Ils étaient incapables de fournir ce dont j'avais besoin parce qu'ils manquaient de la capacité d'affection inconditionnelle. Miranda était leur création, façonnée par leurs valeurs et récompensée pour leurs pires impulsions. Dans une famille différente, elle serait peut-être devenue une personne différente. Dans la nôtre, elle est devenue un monstre. Quentin a été arrêté à son bureau la semaine suivante. Ses protestations d'innocence ont été étouffées par les preuves qui s'accumulaient contre lui. J'ai appris plus tard que lorsque la police est arrivée, il avait jeté un regard calculateur vers la sortie avant que ses épaules ne s'affaissent en signe de résignation. Il savait exactement ce qu'il avait fait, et son comportement figé lors de ce dîner du dimanche n'avait été rien de plus qu'une performance, un homme regardant son plan se dérouler tout en feignant le choc des conséquences. Miranda a suivi quelques heures plus tard, emmenée de la maison de ses parents où elle séjournait depuis le dîner. Les charges étaient graves. Tentative de meurtre, complot, agression, coups et blessures. Mes parents m'ont appelé 17 fois ce premier jour. Ils ont laissé des messages vocaux allant des supplications larmoyantes aux exigences furieuses. Mon père a menacé de me couper complètement les vivres si je ne retirais pas les charges. Ma mère a pleuré sur la façon dont je détruisais la famille avec mon égoïsme. Aucun d'eux n'a demandé comment j'allais. Aucun d'eux n'a reconnu que leur fille avait failli mourir. Jennifer me rendait visite à l'hôpital tous les jours. Elle apportait des fleurs, des magazines et des repas faits maison qui avaient un goût infiniment meilleur que la nourriture fade de la cafétéria. Nous travaillons ensemble depuis 6 ans, et pendant tout ce temps, elle n'avait jamais vraiment compris pourquoi je maintenais le contact avec ma famille. Maintenant, elle se contentait de me tenir la main et de me laisser pleurer sans jugement. « Tu vas t'en sortir », a-t-elle promis. « Et quand tu seras prête, tu raconteras ton histoire. » Le procès a commencé 4 mois plus tard. J'étais physiquement rétablie, bien que les blessures émotionnelles soient restées, à vif et saignantes. Mon avocat, Oscar Tané, m'avait longuement préparé à ce qui m'attendait. La défense essaierait de me dépeindre comme hypersensible, mentalement instable, comme quelqu'un qui avait fabriqué tout l'incident pour attirer l'attention. Il traînerait chaque moment difficile de mon enfance devant le tribunal et le tordrait pour en faire une preuve contre moi. Miranda a témoigné pour sa propre défense. Elle portait une robe modeste et aucun bijou, ses cheveux ramenés en une simple queue de cheval. La transformation par rapport à la femme glamour qui m'avait donné un coup de pied alors que je gisais mourante était remarquable. Elle parlait doucement, sa voix se brisant à des moments stratégiques, se présentant comme une sœur inquiète qui n'avait voulu qu'aider. Je pensais que sa dépendance aux médicaments était psychosomatique, a-t-elle expliqué au jury. Notre famille s'est toujours inquiétée de sa santé mentale. Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Je voulais juste lui montrer qu'elle était plus forte qu'elle ne le croyait. La procureure, une femme redoutable nommée Julia Bennett, a démantelé ce récit pièce par pièce. Elle a présenté les dossiers financiers montrant que Miranda avait fait des recherches approfondies sur ma maladie cardiaque.
Elle a montré les messages textes entre Miranda et Quentin discutant des dosages et du timing. Elle a fait jouer l'enregistrement du message vocal de mon père dans lequel il m'ordonnait explicitement de mentir pour protéger ma sœur. Mon propre témoignage a duré 3 jours. Julia m'a fait revivre chaque détail de ce dîner du dimanche, chaque mot que ma famille avait prononcé alors que je gisais mourante à leurs pieds. Elle m'a interrogé sur mon enfance, sur les années de favoritisme et de négligence, sur le schéma d'abus qui avait culminé en une tentative de meurtre. Vos parents ont-ils jamais exprimé leur inquiétude pour votre bien-être, a demandé Julia. Leur principale préoccupation était de protéger Miranda des conséquences. Ils m'ont demandé de mentir sur ce qui s'était passé. Mon père m'a attrapé le bras et m'a dit que j'avais intérêt à ne rien dire. Et comment vous êtes-vous senti? J'ai regardé ma mère dans la galerie, mon père à côté d'elle, les bras croisés sur la défensive. Cela m'a fait réaliser qu'il ne m'avait jamais aimé du tout, que j'avais passé toute ma vie à essayer de mériter quelque chose qui ne m'était jamais accessible. Le jury a délibéré pendant 6 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Miranda a écopé de 15 ans pour tentative de meurtre et complot. Quentin a reçu 12 ans pour son rôle dans la fourniture du poison et l'aide à la planification de l'attaque. Le juge a cité la nature préméditée du crime et le mépris total pour la vie humaine comme facteur dans sa décision de condamnation. Mes parents n'ont pas été inculpés au pénal, mais le procès civil que j'ai intenté contre eux a abouti à un jugement substantiel. Leur refus de m'aider, leur obstruction active aux soins médicaux, leur intimidation de témoins après les faits, tout cela a contribué à des dommages et intérêts qui affecteraient leurs finances pour des années. La dernière conversation que j'ai eue avec ma mère a eu lieu à l'extérieur du palais de justice. Elle s'est approchée de moi alors que je marchais vers ma voiture, son visage hagard de chagrin et d'épuisement. « J'espère que tu es satisfaite », a-t-elle dit amèrement. « Tu as complètement détruit cette famille. Ton père et moi ne nous en remettrons jamais. » Je me suis arrêtée et je me suis tournée pour lui faire face. La femme qui m'avait élevée, qui avait choisi Miranda plutôt que moi d'innombrables fois, qui m'avait regardé souffrir sans rien faire, se tenait devant moi, attendant de la sympathie pour sa douleur. « C'est vous qui avez détruit cette famille », ai-je répondu calmement. « Toi et papa avez fait votre choix il y a des années. Miranda n'a fait que suivre le chemin que vous lui aviez tracé, croyant qu'elle pouvait tout faire sans conséquence. Je ne suis pas la méchante ici. Je suis la victime qui a finalement cessé d'accepter les abus. » Elle n'a eu aucune réponse à cela. Je l'ai laissée seule sur le parking et je suis partie sans regarder en arrière. La guérison a pris du temps. Les dommages physiques à mon cœur ont nécessité un traitement et une surveillance continue. Les dommages psychologiques ont nécessité une thérapie intensive et le processus lent et douloureux de reconstruction de mon estime de soi. Jennifer m'a présenté à la sœur de son mari, une femme nommée Lorraine, qui avait survécu à son propre traumatisme familial et comprenait ce que je vivais sans avoir besoin de longues explications. J'ai commencé à écrire sur mon expérience 6 mois après la fin du procès. Au début, les mots n'étaient que pour moi, une façon de traiter des émotions trop complexes pour être exprimées à voix haute. Progressivement, ils sont devenus quelque chose de plus, une histoire qui pourrait aider d'autres à reconnaître les signes d'abus familial, un avertissement sur les dangers de tolérer un comportement toxique, un témoignage de survie contre toute attente. La réaction à mon histoire a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Des messages ont afflué de personnes qui reconnaissaient leur propre famille dans mes mots. Des survivants d'abus similaires m'ont contacté pour partager leurs expériences et m'ont remercié d'avoir donné une voix à leur douleur. Des professionnels de la santé mentale m'ont contacté pour utiliser mon récit dans leur travail avec des patients. Ma relation avec mes parents a pris fin de manière permanente après le procès. Ils ont déménagé dans un autre État, probablement pour échapper au jugement des voisins qui avaient assisté au déroulement du scandale. Les enfants de Miranda sont allés vivre avec les parents de Quentin, des gens qui n'avaient jamais particulièrement aimé ma sœur et qui semblaient soulagés d'avoir la garde exclusive. Je recevais des nouvelles occasionnellement par des connaissances communes, mais je ne les cherchais pas. 3 ans se sont écoulés depuis ce dîner du dimanche. Je vis maintenant dans une autre ville, entourée de gens qui m'apprécient pour qui je suis plutôt que pour ce qu'ils voudraient que je sois. Jennifer reste mon amie la plus proche malgré la distance qui nous sépare.
Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que l'abus que j'ai subi n'a jamais été de ma faute, que rien de ce que j'aurais pu faire n'aurait changé le traitement que ma famille me réservait. Parfois, je rêve encore de ce solde sale à manger. Je sens les carreaux froids contre ma joue, j'entends ma famille manger du gâteau pendant que je meurs, je ressens la terreur de réaliser que les personnes qui auraient dû me protéger étaient celles qui causaient ma destruction. Je me réveille de ces rêves le cœur battant, cherchant instinctivement les médicaments qui me maintiennent en vie. Le flacon est maintenant sur ma table de chevet, bien visible et entièrement sous mon contrôle. Personne n'échange plus mes pilules. Personne ne me dit que ma maladie est imaginaire ou que je cherche l'attention. Personne ne me donne de coups de pied alors que je suis impuissante et à bout de souffle. Miranda m'écrit des lettres de prison. Elles arrivent parfois au bureau de mon avocat plutôt qu'à mon domicile, qui les filtre pour tout ce qui est menaçant ou manipulateur. La plupart contiennent des plaintes sur sa situation, des demandes pour que je plaide en faveur d'une libération anticipée, des accusations selon lesquelles j'ai surréagi à ce qu'elle qualifie toujours de farce inoffensive. Je ne les lis plus. Oscar les conserve comme preuve de son absence persistante de remords. Mes parents ne se sont jamais excusés. Ils n'ont jamais reconnu leur rôle dans ce qui s'est passé. Selon les dernières informations que j'ai reçues, ils racontent aux gens que j'ai fabriqué tout l'incident par jalousie envers Miranda. Ils se sont convaincus qu'ils sont les victimes, que leur famille a été déchirée par une fille cadette vindicative qui ne pouvait pas accepter sa place. Peut-être croiront-ils cette version des événements jusqu'à leur mort. Peut-être ne comprendront-ils jamais la profondeur du mal qu'ils ont causé. J'ai fait la paix avec cette possibilité. Leur opinion sur moi a cessé d'importer au moment où ils ont choisi de manger du gâteau au chocolat pendant que je gisais mourante à leurs pieds. Ce qui compte maintenant, c'est la vie que j'ai construite à partir des décombres de mon ancienne vie. La carrière qui continue de prospérer. Les amitiés qui me soutiennent dans les jours difficiles. La santé qui s'améliore régulièrement avec des soins médicaux appropriés. L'estime de soi qui se renforce de mois en mois. Ma sœur a échangé mes médicaments pour le cœur en guise de blague. Et mes parents ont regardé sans lever le petit doigt pour aider. C'est arrivé. C'était réel. Pendant des années, j'aurais pu remettre en question mes propres perceptions, j'aurais pu accepter leur version des événements et me reprocher d'avoir surréagi. Le rapport toxicologique a éliminé toute possibilité de ce doute. Les preuves étaient claires, documentées et indéniables. J'ai survécu parce qu'une voisine a entendu mes cris. J'ai survécu parce que des professionnels de la santé ont reconnu une tentative de meurtre quand ils l'ont vu. J'ai survécu parce qu'une partie de moi a refusé d'arrêter de se battre même lorsque mon propre cœur défaillait. Et je suis toujours là, vivant la vie qu'ils ont essayé de me prendre. Écrivant ces mots pour que d'autres puissent reconnaître le danger dans leur propre famille. Disant la vérité si fort que personne ne peut prétendre ne pas entendre. Ils pensaient pouvoir me faire taire. Ils pensaient que leur enfant chéri pouvait s'en tirer avec un meurtre de la même manière qu'elle s'en était tirée avec tout le reste. Ils avaient tort. Ceci est mon histoire. Ceci est ma survie. Ceci est ma vengeance. Non pas par la violence ou la cruauté, mais par le simple fait de refuser de disparaître, en construisant quelque chose de beau à partir des cendres de ce qu'ils ont brûlé, en vivant bien malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire. Miranda m'a demandé une fois pourquoi je continuais à venir au dîner du dimanche alors que je savais que je n'étais pas la bienvenue. Je n'avais pas de réponse pour elle à l'époque. J'en ai une maintenant. Je venais parce que j'espérais encore, croyant toujours qu'un jour ma famille me verrait vraiment, et déciderait que je valais la peine d'être aimée après tout. Cet espoir a failli me tuer. L'abandonner m'a sauvé la vie. À quiconque lit ceci et reconnaît sa propre histoire dans la mienne, vous n'êtes pas fou ou folle. Vous n'êtes pas hypersensible. Vous n'en demandez pas trop en voulant une décence humaine de base de la part des gens qui partagent votre sang. S'ils ne peuvent pas vous donner cela, alors ils ne méritent pas d'avoir accès à votre vie. Construisez votre propre famille. Trouvez les gens qui appelleront le 911 quand vous vous effondrerez. Entourez-vous d'un amour qui ne vient pas avec des conditions ou de la cruauté. Vous ne méritez rien de moins. Je le sais maintenant. J'aurais aimé le savoir plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit.
Mieux vaut tard que morte sur le sol d'une salle à manger pendant que votre famille termine son dessert. L'estime de soi qui se renforce de mois en mois. Ma sœur a échangé mes médicaments pour le cœur en guise de blague, et mes parents ont regardé sans lever le petit doigt pour aider. C'est arrivé. C'était réel. Pendant des années, j'aurais pu remettre en question mes propres perceptions, j'aurais pu accepter leur version des événements, et me reprocher d'avoir surréagi. Le rapport toxicologique a éliminé toute possibilité de ce doute. Les preuves étaient claires, documentées, et indéniables. J'ai survécu parce qu'une voisine a entendu mes cris. J'ai survécu parce que des professionnels de la santé ont reconnu une tentative de meurtre quand ils l'ont vu. J'ai survécu parce qu'une partie de moi a refusé d'arrêter de se battre même lorsque mon propre cœur défaillait. Et je suis toujours là, vivant la vie qu'ils ont essayé de me prendre. Écrivant ces mots pour que d'autres puissent reconnaître le danger dans leur propre famille. Disant la vérité si fort que personne ne peut prétendre ne pas entendre. Ils pensaient pouvoir me faire taire. Ils pensaient que leur enfant chéri pouvait s'en tirer avec un meurtre de la même manière qu'elle s'en était tirée avec tout le reste. Ils avaient tort. Ceci est mon histoire. Ceci est ma survie. Ceci est ma vengeance. Non pas par la violence ou la cruauté, mais par le simple fait de refuser de disparaître, en construisant quelque chose de beau à partir des cendres de ce qu'ils ont brûlé, en vivant bien malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire. Miranda m'a demandé une fois pourquoi je continuais à venir au dîner du dimanche alors que je savais que je n'étais pas la bienvenue. Je n'avais pas de réponse pour elle à l'époque. J'en ai une maintenant. Je venais parce que j'espérais encore, croyant toujours qu'un jour ma famille me verrait vraiment, et déciderait que je valais la peine d'être aimée après tout. Cet espoir a failli me tuer. L'abandonner m'a sauvé la vie. À quiconque lit ceci et reconnaît sa propre histoire dans la mienne, vous n'êtes pas fou ou folle. Vous n'êtes pas hypersensible. Vous n'en demandez pas trop en voulant une décence humaine de base de la part des gens qui partagent votre sang. S'ils ne peuvent pas vous donner cela, alors ils ne méritent pas d'avoir accès à votre vie. Construisez votre propre famille. Trouvez les gens qui appelleront le 911 quand vous vous effondrerez. Entourez-vous d'un amour qui ne vient pas avec des conditions ou de la cruauté. Vous ne méritez rien de moins. Je le sais maintenant. J'aurais aimé le savoir plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit.